Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette sixième table ronde de ce cycle consacré à cette question « Le vivant a-t-il un sens ?» Donc, sixième soirée avec des lectures très différentes sur cette question de base, des lectures par des scientifiques, donc lectures basées sur une observation, une analyse, et nous l'espérons une compréhension d'objets réels, décrits, une dimension religieuse avec la faculté de théologie protestante et quelques collègues de la faculté de théologie catholique, donc pour asseoir une dimension transcendantale et une dimension bien évidemment philosophique, donc qui nous a apporté une lecture réflexive et critique. Mais autour de ces trois lectures différentes, une seule réalité, le vivant. Un vivant qui nous entoure, un vivant dont nous faisons partie, un vivant avec lequel nous interagissons, par exemple tout ce que nous avions pu voir avec Serge Potier et ce monde avec lequel nous vivons en association, en symbiose permanente, et un vivant que nous modifions soit de façon indirecte, par exemple l'impact des changements climatiques, ou alors de façon totalement directe, en bien ou en moins bien, ça nous pourrons en discuter. Nous pouvons penser à des espèces menacées, mais nous pouvons penser bien évidemment à toutes les modifications des organismes vivants, par exemple les modifications génomiques. Le vivant a-t-il un sens? J'aurais tendance à penser que si ce cycle de conférences avait pu permettre d'apporter une réponse à cette question, que je me méfierais de la réponse, parce que la question est tellement vaste qu'une réponse à cette question serait forcément réductrice et donc intellectuellement dangereuse. Mais si ce cycle de conférences a permis à chacun de se poser des nouvelles questions, alors tout va bien, parce que nous sommes véritablement dans la démarche universitaire qui doit nous caractériser, celle qui convient à avancer en science pour pouvoir se poser de nouvelles questions, repousser les limites de nos connaissances, bien évidemment, ouvrir le champ des possibles et reculer les limites de l'indéfini, mais bien évidemment en se posant de nouvelles questions. Donc, M. Sigwald en avait très très bien parlé, des approches complémentaires. Aucun ne craint l'autre. Ça, je crois que c'était le paradigme de base d'une telle rencontre pluridisciplinaire. En effet, au pire, nos disciplines peuvent s'ignorer, purement et simplement. Au mieux, elles peuvent participer à la construction de l'individu. Et je crois que c'est sans doute là que nous nous rejoignons le plus. Alors, si nous n'avons pas répondu à la question, je vous le disais à l'instant, ce que je souhaite, ce que nous espérons encore plus, c'est que ce cycle, pour le coup, lui, aura eu du sens. Aura eu du sens pour chacun d'entre vous. Et dans tous les cas, ce sur quoi je souhaiterais terminer ce préliminaire, c'est vraiment remercier chacun et chacune d'entre vous, pas uniquement les intervenants, mais également toutes les personnes qui ont assisté à l'ensemble de ce cycle de conférences, parce que cette pluridisciplinarité se construit dans les présentations des uns et des autres, mais surtout dans les interrogations des uns et des autres, et dans les réponses que nous pouvons apporter, dans la façon dont chacun est poussé dans l'expression de lui-même avec ses propres compétences et sa maîtrise de ses champs disciplinaires. Et donc cette aventure, du coup, est vraiment une aventure collective d'une assemblée avec des présentateurs. Et donc vraiment un grand merci à chacun d'entre vous pour ces soirées. Et donc, nous allons entamer ce soir la dernière, dont le titre est « La vie en main, la vie demain, les modifications des génomes ». Donc, nous aurons ce soir 3 intervenants, dans l'ordre, de votre gauche à votre droite. Jackie de Montigny, professeur de génétique à la Faculté des sciences de la vie, et donc spécialiste de génétique. Marie-Josée Thiel, professeure d'éthique et médecin, et qui est également directrice du Centre européen d'enseignement et de recherche, et de recherche en... J'ai dit une bêtise?
Marie-Jo, pardon. Donc, directrice du Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique. Et Stéphanie Dupuis, maître de conférence à la faculté de philosophie et philosophe et historienne des sciences. Donc, le premier intervenant sera Jacqueline Montigny, à qui donc je laisse la parole. Merci. Merci. Donc, bonsoir à tous. C'est de nouveau avec plaisir que je suis là parmi vous ce soir, et plus spécialement pour vous parler justement des modifications des génomes, de cette vie en main, de cette vie de main, et essayer de donner ma vision de modeste biologiste, de modeste généticien sur cette question. Et donc essayer avec vous de réfléchir à ces modifications de génome. Et la première réflexion que je ferai dans ce sens-là, c'est lorsqu'on parle de modification de génome et modification de génome au grand public, je crois que la première chose qui vient à l'esprit de beaucoup, c'est penser aux organismes génétiquement modifiés, aux OGM. Donc le but n'est pas du tout ce soir de voir ces organismes génétiquement modifiés uniquement eux, mais de les placer dans l'ensemble et de voir que cette modification des génomes, d'abord, ça répond à des mécanismes évolutifs clairs qui permettent à la vie d'exister, comme j'avais eu l'occasion lors de ma première intervention à le montrer, et puis voir que l'homme a su quelque part, à un moment donné, apprivoiser ces modifications, mais dans un sens beaucoup plus large pour finalement amener un certain nombre d'espèces à ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc je vais essayer, en une vingtaine de minutes, donc de répondre à ces différentes questions et voir aussi cette vie en main, cette vie de main. Donc je vous propose d'abord, bien sûr, de revenir sur cette notion de génome. Donc qu'est-ce qu'un génome? Avant de le modifier, qu'est-ce que c'est? Donc, nous avions vu, pour ceux qui étaient déjà présents lors de ces différentes rencontres, que le génome, c'est d'abord une architecture qui est complexe, une architecture qui est propre à chacun d'entre nous, puisqu'il y aura autant de génomes dans cette salle, ne serait-ce qu'au niveau de l'espèce humaine, que nous sommes de personnes aujourd'hui présentes. Au niveau des autres organismes, cette complexité est également de mise et il n'y a pas, et je l'avais montré la dernière fois, qu'il n'y avait pas de corrélation véritablement entre la complexité du génome et la complexité d'un organisme. C'est un support d'information, mais ce n'est pas ça le point qui va nous intéresser ce soir. C'est avant tout une structure plastique. Parce que si effectivement l'architecture est complexe, elle ne peut l'être, cette complexité, ces différences que l'on voit ne peuvent être présentes que si ce génome est effectivement doté d'une certaine plasticité, doté d'une dynamique. Donc, en termes de dynamique, là aussi, quelques mots pour placer la question. Un génome, c'est une histoire écrite au hasard qui est moteur de l'évolution. Quelques exemples le montrent. Vous avez la notion de mutation, mutation à différents niveaux, mutation pouvant toucher une brique élémentaire de nos molécules d'ADN, pouvant toucher nos chromosomes et affecter la structure de nos chromosomes, ce que l'on verra là, ou affecter l'entièreté du génome, multiplier les chromosomes, passer d'un lot à 2 lots, 3 lots, etc. Donc, quelque part, revenir sur cette notion de structure dynamique et faire cette métaphore que j'avais déjà présentée la dernière fois, qui était de comparer cette immensité du génome à une bibliothèque dans laquelle de nombreux ouvrages sont présents. Ces ouvrages peuvent être modifiés, des erreurs peuvent être commises, des erreurs au hasard peuvent être commises, des livres qui peuvent être dupliqués, etc., amenant donc quelque part à une image de cette structure dynamique du génome. Un génome, et c'est ce qui va nous intéresser plus ce soir encore, c'est aussi un ensemble de gènes. Donc c'est le support même de l'information génétique. En termes de support et en termes de gènes, chaque espèce a ses gènes qui lui sont spécifiques. Mais là aussi, dans le cadre de la plasticité, il existe des échanges qui peuvent se produire. Et donc,
résulter de ce qu'on appelle de transferts horizontaux. Si les transferts verticaux résultent de la reproduction sexuée, c'est-à-dire que nous transmettons à nos descendants les gènes, nos gènes, au niveau d'un organisme donné, à un moment de son évolution, il peut acquérir des gènes par ce qu'on appelle des transferts horizontaux, qu'on pourrait intituler tout simplement des gènes qui viennent d'ailleurs. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait fréquent dans les espèces bactériennes, et c'est ce qui permet justement aux bactéries l'acquisition de nouvelles fonctions. Une bactérie qui devient résistante à un antibiotique, ça peut être une des explications. Un gène provenant d'une autre espèce va être transféré dans cette bactérie. Mais également, ce phénomène bien moindre, mais existe également chez les eucaryotes. Donc là aussi, chez les mammifères, et j'ai pour ceci, juste pour illustrer ce point, montré que un gène donné peut avoir une origine très lointaine, puisque si on regarde ici, dans mon exemple choisi, le gène codant une protéine du placenta des mammifères est d'origine virale, c'est-à-dire c'est un virus qui à un moment donné a été quelque part domestiqué dans le génome d'un ancêtre des mammifères donné, et qui a été, donc ce gène domestiqué, adapté pour permettre aujourd'hui de coder une protéine qui a une fonction essentielle dans ce fonctionnement du placenta. Donc c'est un exemple, mais ça montre bien cette plasticité du génome, non pas seulement limitée à quelques remaniements structuraux, mais également de l'apport qui peut venir de l'extérieur. Et cet apport venu de l'extérieur, finalement, c'est, à un moment donné, l'homme en a profité. Et pour répondre à la question « la vie en main », et si on réfléchit un peu à l'histoire de l'humanité, cette vie en main commence dès les débuts de l'agriculture. Et dès les débuts de l'agriculture, quand l'homme devient sédentaire, quand il arrête de cueillir, pêcher, chasser, et qui commence à cultiver, lorsqu'il commence à domestiquer, que fait-il? Il commence à choisir, à trier, croiser, sélectionner. Il arrive à des espèces cultivées qui sont bien entendu connues aujourd'hui, mais qui à l'époque, et je vous montrerai un ou l'autre des exemples, n'existaient pas sous leur forme actuelle. Donc dans cette vie en main, la domestication est véritablement l'exemple où cette modification des génomes, où finalement l'homme va l'utiliser, mais sans le savoir. Cette vie en main, on peut l'intituler ou on peut l'imaginer comme un travail continu depuis plusieurs millénaires. D'abord de manière tout à fait empirique. C'est justement choisir, trier, je croise, sélectionner, sans savoir a priori quels sont les mécanismes sous-jacents. Donc ce travail depuis les débuts de l'agriculture va prendre quelque part à un moment donné, ou va devenir un peu plus contrôlé à un moment donné, avec la naissance de la génétique. Naissance de la génétique qu'on peut dater après, donc au moment des travaux de Mendel, pas immédiatement les travaux de Mendel, mais la redécouverte des lois de Mendel au début du XXe siècle. À partir de là, avec la compréhension des lois, on va pouvoir essayer de contrôler un peu davantage, comprendre davantage ce que les anciens avaient déjà réussi au niveau de cette domestication. Puis, une troisième période récente, puisqu'elle date des années 70, et cette période sur la modification des génomes va être une période où le travail va être dirigé et où on va utiliser un certain nombre d'outils sur lesquels je reviendrai après, qui sont les outils du génie génétique. Donc l'avènement du génie génétique a permis, au niveau de cette vie en main, d'aller plus loin, de donner une nouvelle dimension à l'ensemble. Alors si on revient un peu en arrière sur cette domestication,
Et si on regarde, si on essaye un peu de regarder à travers des textes ou à travers des illustrations, des gravures, qu'est-ce qu'on peut voir? Je commencerai par un exemple dans un livre que certains d'entre vous connaissent certainement bien mieux que moi. Si on regarde dans le livre de la Genèse et si on regarde le chapitre 30 et les versets correspondant à ce chapitre 30, les chèvres et moutons de Jacob. Donc j'ai pas pris l'ensemble, mais j'ai pris quelques phrases choisies où effectivement, alors là de manière très empirique, mais que fait Jacob? Il sélectionne en partant du problème, je ne vais pas vous raconter l'ensemble du contexte, mais du problème qu'il avait avec son oncle Laban et la possession du troupeau de moutons et de chèvres qu'il gardait. Donc pour lui, il gardait les espèces qui étaient rayées, tachetées et marquées, par rapport aux individus qui étaient rayés, tachetés, par rapport aux autres individus qui étaient de couleur uniforme. Et donc, quelque part, le marché passé, c'était d'avoir dans son troupeau plutôt des rayés qui étaient en plus vigoureux. Si on suit les termes qui sont marqués en gras ici, c'est véritablement de la sélection qui est réalisée. Ce sont des approches qui sont des approches classiques aujourd'hui pour un généticien. Donc, il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir. Toutes les brebis vigoureuses entraient en chaleur. Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches et donnent naissance à des individus de ce qu'un généticien qualifierait du même phénotype. Qu'est-ce qui change par rapport à la génétique actuelle? Tout simplement le côté très empirique et le côté très naïf de la reproduction, puisque pour arriver à sélectionner, ce n'est pas les lois de la génétique qui suivent, mais tout simplement, il place des branches qui étaient pelées et qui présentaient la rayure, qui présentaient devant les chèvres, pour que les chèvres, en voyant ça, allaient avoir ce même type de caractère. Donc, cet exemple, dans cet ouvrage, on peut le compléter. On peut le compléter, cette fois-ci, de manière un peu plus scientifique même, puisque si l'on regarde les bas-reliefs assyriens, une des explications qui est donnée à ces deux bas-reliefs qui se ressemblent, c'est deux individus, des prêtres ici, des rois dans celle-ci, qui réalisent déjà ce qu'on appelle l'hybridation croisée. Dans quel but? Justement, d'essayer d'améliorer, et d'améliorer quel type de culture? Ici, le palmier dattier. Les explications qui en sont données ici, c'est que cette fécondation croisée qu'ils réalisent permet justement de cette domestication et permet de répondre à un meilleur rendement, permet d'obtenir une meilleure qualité. Mendel, dans ses travaux sur le petit pois, utilisera des techniques tout à fait similaires pour mettre en évidence les lois et les règles de l'hérédité. Donc cette vie en main, si quelque part il fallait la résumer, et là aussi en prenant une espèce cultivée, et largement cultivée et domestiquée qui est le blé, si l'on regarde, on part toujours d'une espèce dite sauvage, où l'homme est parti d'une espèce sauvage. Cette espèce sauvage présentant de nombreuses variétés qui, pour un généticien, correspond à une forte diversité dite allélique, de nombreux allèles, de nombreuses formes d'un même gène. La domestication va consister justement à choisir, à cultiver les variétés les plus intéressantes. Et de continuer ce processus de sélection. Et continuer ce processus de sélection, finalement, sur des années, sur des siècles, pour arriver aujourd'hui aux variétés actuelles.
Ces variétés actuelles cultivées, donc au niveau du blé, donc ici dans ce schéma que nous n'allons pas commenter davantage, mais il y a tout un ensemble de modifications qui sont apportées, et notamment des multiplications du nombre de chromosomes, une augmentation de la taille du génome, véritablement, qui rentre dans ce que j'ai appelé avant cette plasticité et cette dynamique du génome. Donc les variétés actuelles n'ont plus beaucoup à voir avec les variétés anciennes utilisées dès le départ, et une série de modifications, et notamment de modifications des génomes et des modifications pouvant être profondes en termes de nombre de chromosomes, arrivent aux espèces actuelles. La variété transgénique, qui, elle, va être créée à partir de l'utilisation du génie génétique comme outil, ne va être qu'un petit ensemble par rapport à l'ensemble des processus, des modifications du génome qui se sont produites durant l'ensemble de ces différentes étapes et cultures faites par l'homme. Il y a un exemple qui est véritablement, qui illustre bien ce propos, c'est l'exemple du maïs. Si l'on prend un maïs, tout le monde connaît aujourd'hui la structure qu'a le maïs. Vous avez ici l'épi, vous avez ici les plants de maïs, caractérisés par une tige unique, caractérisés généralement par deux épis qui vont être produits par ce plant de maïs. Voilà le maïs actuel. De quoi résulte-t-il? D'années de sélection, comme on vient de le voir avant, à partir d'une plante, qui est une plante sauvage, qui existe encore aujourd'hui dans la nature, qui existe notamment à l'état sauvage encore en Amérique centrale, région d'ailleurs où la domestication du maïs a commencé dès l'ère précolombienne. Voilà l'épi de maïs ou de l'ancêtre de maïs qui s'appelle donc la théocynthe. Les connaissances qu'on a actuellement sur les génomes montrent qu'effectivement, il s'agit ici d'une même espèce, mais qu'en termes de génome, il y a eu des modifications, pas aussi importantes qu'au niveau du blé, mais un certain nombre de modifications qui ont pu être caractérisées et qui permettent aujourd'hui d'avancer quelques premières explications sur les modifications qui ont permis donc ce passage d'une plante que vous voyez ici buissonnante, avec plein de ramifications, plusieurs épis et des inflorescences nombreuses, à une plante avec quelques inflorescences uniquement et des épis avec des grains de grande taille. Là aussi, l'observation de ces deux types de graines, le grain de maïs que tout le monde connaît, le grain de théocynthe, là aussi, vous voyez une différence essentielle entre les deux. Le maïs ou la graine de maïs en tant que telle, si c'était une plante de type sauvage, ne pourrait pas, sans l'apport humain, se développer de la même manière que la théocynthe, qui, elle, reste une plante tout à fait sauvage. Donc un nombre limité de gènes en jeu, mais une modification du génome. La vie en main, l'après-Mendel, les méthodes restent les mêmes, si ce n'est que l'on commence plus à comprendre. Il y a les règles de l'hérédité qui permettent justement de contrôler un peu davantage. Ça reste toujours selon un même principe, c'est-à-dire de croiser des variétés. Une variété qui a une propriété intéressante que l'on désirerait introduire dans une variété déjà existante. C'est par un jeu de croisement, à nouveau de sélection, donc variété élite, la variété existante. La variété résistante, on veut introduire cette résistance de la plante. Au fur et à mesure de croisement, on va essayer de sélectionner un individu qui va présenter l'ensemble des caractères qui nous intéressent. Là aussi, en termes de génome, un certain nombre de modifications qui se seront produites. On n'est pas dans un organisme génétiquement modifié en tant que tel, ou du moins la définition que l'on donne à l'organisme génétiquement modifié aujourd'hui.
Alors cette définition de l'organisme génétiquement modifié, OGM, dont on entend tant parler, quelle est-elle? La définition la plus simple que l'on puisse donner, c'est une plante, un animal ou un micro-organisme modifié par addition d'un ou de plusieurs gènes qui proviennent d'une autre espèce et qui confèrent des propriétés nouvelles à ces organismes. Ce qui n'est pas dit dans cette définition, c'est que ce un ou plusieurs gènes amenés va l'être cette fois-ci grâce à des outils et à des techniques qui vont permettre d'aller directement au génome, et non pas de la manière que l'on a vu avant, où finalement cette modification de génome se fait tout naturellement. Donc qu'utilise-t-on pour arriver à cette modification, à cette vie en main toujours? Maîtrise-t-on cette vie de cette manière-là? Donc le génie génétique, qu'est-ce que c'est? C'est des outils qui sont à la disposition, qui vont être à la disposition du généticien pour le faire. Des techniques aussi qui vont permettre d'abord d'identifier les gènes intéressants ou les gènes susceptibles d'être intéressants, les isoler pour pouvoir ensuite les modifier et réaliser ce qu'on appelle de la transgénèse, c'est-à-dire les transférer dans le génome de l'espèce que l'on désire ainsi modifier. Ce génie génétique, ces outils, ces techniques répondent à des principes fondamentaux. Ces principes fondamentaux, quelques-uns sont listés ici, et vont marquer d'ores et déjà une limite à ce génie génétique, c'est-à-dire tout faire, tout imaginer, tout maîtriser aujourd'hui, certainement non. Les principes fondamentaux sur lesquels vont reposer ces modifications, c'est d'abord l'unicité de fonctionnement du monde vivant. Dans la toute première conférence, on avait effectivement défini cette grande diversité, c'est François Goher qui l'avait fait, cette grande diversité du monde vivant, en insistant aussi sur son unicité de fonctionnement. Donc là aussi, en termes de génie génétique, ce n'est possible parce que vous avez ce fonctionnement qui est unique, que l'on soit pour un certain nombre de fonctions, chez une bactérie, chez un végétal, chez un animal ou chez l'homme. Tout ceci parce que le code génétique est universel ou quasi universel. Donc ce qui va permettre un décodage de l'information génétique qui est similaire entre une bactérie et un gène, par exemple, humain. Il va être, ou il pourra être en partie, mais il pourra l'être, lu de la même manière. Ensuite, pour réaliser ce génie génétique, qu'est-ce qu'on va utiliser? L'homme n'a rien inventé dans ce domaine-là. Il ne fait qu'emprunter des outils existants, c'est-à-dire des molécules, des enzymes, donc un ensemble d'outils directement empruntés à des organismes vivants, des bactéries, des unicellulaires comme des levures, ou des végétaux, des virus, un ensemble de molécules qui vont être ces outils qui vont permettre ce génie génétique. Donc la vie maîtrisée en partie, je dirais même en petite partie, par rapport à sa complexité. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et pour terminer mon propos, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quels sont des exemples d'organismes génétiquement modifiés? Par exemple, des levures ou des bactéries qui fabriquent, qui synthétisent par ces outils de l'insuline, des facteurs de coagulation, de l'hormone de croissance. Tout ceci sont des molécules à usage thérapeutique qui avant étaient déjà utilisées, mais non pas sous cette forme-là. Mais l'insuline provenait d'insuline de cochon, l'hormone de croissance était prélevée sur des cadavres, etc. Donc ici, ce sont des organismes à la disposition de l'homme, à la disposition de la médecine pour en faire donc des molécules à usage thérapeutique. D'autres exemples, des enzymes qui peuvent être fabriquées de cette manière-là et qui peuvent, par exemple, métaboliser certains polluants donc pour se débarrasser de ces polluants.
La vie en main, la vie maîtrisée, un autre exemple de modification des génomes, la thérapie génique. Je pense que ma voisine en parlera peut-être bien mieux que moi. Thérapie génique, qu'est-ce que c'est? C'est introduire dans une cellule cible un gène médicament pour remplacer ou corriger un gène déficient, c'est-à-dire pour guérir pour guérir une maladie génétique. Depuis bientôt maintenant 30 ans, on parle de thérapie génique. Des protocoles ont été testés, des protocoles ont été utilisés. Le principe ressemble à nouveau sur ce que l'on a vu avant, savoir modifier un génome. Là, on touche bien sûr en plus à des problèmes d'éthique, mais là aussi, je laisserai ma voisine parce que je n'ai pas beaucoup de compétences dans ces domaines-là. Mais pour le biologiste, la thérapie génique, qu'est-ce que ça va être? C'est identifier le gène, en des mots simples, identifier le gène qui ne marche pas, donc le gène déficient, responsable de la maladie, construire le gène de remplacement. Ce n'est pas difficile puisque là, le génie génétique permet justement d'y arriver. C'est là où après, ça devient plus difficile. Choisir ce qu'on appelle le véhicule adapté, choisir le vecteur pour réaliser cette fois-ci ce transfert dit horizontal. Si la nature sait le faire avec un virus, l'homme choisira des modèles similaires, des outils similaires, en utilisant encore une fois des virus ou en tentant d'utiliser des virus pour le faire. Et une fois que le véhicule est choisi et adapté à la modification est prêt, il faudra encore choisir la cible d'entrée pour atteindre, ou choisir la voie d'entrée, pour atteindre cette cible et corriger une, plusieurs cellules, un tissu, plusieurs tissus, etc. Donc pour essayer de guérir de cette maladie dite génétique. Donc on voit ici cette complexité et ce défi, et donc la vie maîtrisée ici, pour un certain nombre d'étapes, oui, dans sa globalité, on est encore, je dirais, non plus au balbutiement, mais à ses débuts, sans être véritablement, pouvoir vous donner une véritable échéance. La vie en main, toujours la vie maîtrisée, bien sûr, on va quand même, mais je terminerai presque là-dessus, parler un peu de ces fameuses plantes, parler de ce maïs transgénique. Donc qu'est-ce que c'est? Par des techniques similaires, à nouveau, modifier un génome, c'est introduire un gène pour lui conférer à cette plante de nouvelles propriétés, des résistances à des insectes, par exemple, des résistances aux herbicides, le fameux maïs transgénique résistant à la pyrale qui fait des ravages. On le voit ici sur cette photo. On voit ici l'agent responsable de cette modification, de cette pathologie au niveau du maïs. Donc, là aussi, d'autres exemples, créer des plantes résistantes au gel, des fruits et aux légumes qui se conservent plus longtemps, etc. Donc des exemples que l'on entend dans la vie de tous les jours et qui sont, pour certains, qui existent. Mais la modification des génomes, là aussi, utilisation de génie génétique et encore une fois, des modifications ciblées, loin d'être totalement maîtrisées. Et c'est justement là où la vie, effectivement, peut être menacée, mais là non plus, ce n'est pas l'objet pour moi de faire un débat, mais simplement en tant que scientifique, en tant que biologiste, de noter quelques idées et de noter à partir de ces quelques idées quelques risques, quelques menaces pour des espèces animales et ou végétales en utilisant des protéines insecticides ou des résistances aux herbicides au niveau de ces plantes modifiées. Ces plantes transgéniques créant de nouvelles molécules dites recombinantes pour l'homme, quels vont être le devenir de ces protéines chez l'homme ou chez l'animal? Ce n'est pas évident non plus à moyen terme de savoir. Ça permet également, ou ça, non, ça permet pas, ça peut conduire à une diminution de la biodiversité,
détruire certains micro-organismes au profit d'autres, puisque quelque part, en utilisant ces organismes génétiquement modifiés, dans les écosystèmes dans lesquels ils sont utilisés, il y a un déséquilibre qui forcément risque de s'installer. Le transgène peut être disséminé aux végétaux environnements. Ces transferts horizontaux existent, peuvent être, se mettre en place de manière naturelle, de la même manière que ces échanges et ces modifications de génome se font. Et puis bien sûr après des aspects également économiques liés justement aux entreprises et aux industries qui produisent ces semences. Donc la vie menacée, un certain nombre de questions qui peuvent effectivement se poser en ces termes, mais quelque part la vie en main, la vie maîtrisée, et pour conclure là-dessus, j'ai essayé à travers ces exemples de vous montrer que l'homme a depuis longtemps en main une certaine partie de la vie, la maîtriser encore une fois, et je me répète, en partie, en petite partie. La vie menacée, certes des interrogations, des questions auxquelles il faudra répondre, et auquel le biologiste a toute sa contribution, ou a toutes ses compétences pour pouvoir également y répondre. La vie en main, la vie demain, des espoirs dans la thérapie, des espoirs dans d'autres domaines, je n'ai pas abordé ici, qui, quelque part, reposent également sur ces modifications des génomes. Voilà, je m'arrêterai là en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup, Jackie. Pour garder l'esprit table ronde, je vous propose de garder vos questions pour un tout petit peu plus tard, quand nous aurons entendu nos trois intervenants, pour qu'ils puissent interagir les uns avec les autres sur les questions que vous leur soumettrez. Donc je passe tout de suite la parole à Marie Jotil pour la deuxième présentation. Merci beaucoup. Alors, ça tombe bien parce que ça fait effectivement un certain lien. J'ai l'impression que ce micro ne marche pas. Si, voilà, ça y est, c'est bon. Voilà. Au moment des premiers développements visant à modifier le génome, quand je suis moi rentrée en génétique, le mot-clé qui revenait tout le temps, c'était manipulation génétique, que nous n'employons plus aujourd'hui, mais c'est un mot intéressant au regard du titre. Le travail des mains, manie, à l'époque, suscitait à la fois des rêves inouïs, de guérir toutes les maladies possibles et inimaginables, de tout maîtriser, et en même temps déjà de l'effroi. Je ne sais pas si c'est ce qu'on voulait indiquer avec le titre « La vie en main », en lien avec la vie demain. Alors peut-être, pour reprendre ce qui avait été dit précédemment, est-ce qu'il faut mettre un point d'exclamation ou un point d'interrogation? Je mettrais volontiers les deux. Mais surtout, cette vie manipulée, maîtrisée, je m'interroge aussi sur le plan éthique. Est-elle la vie sensée, puisque nous parlons d'un sens de la vie, à laquelle nous aspirons? Très brièvement, je voudrais étayer ces deux aspects. D'abord, la génétique, que je prendrai plus en amont que simplement les modifications génétiques, parce que la génétique, ma foi, c'est peut-être plus englobant. Une modification génétique peut être naturelle et on aura peut-être une malformation génétique, si je puis m'exprimer de cette manière, des mutations qui sont source de pathologie. Ça peut être naturel, ça peut être créé. On peut essayer de les bouger, on peut essayer de les changer, comme je vais vous le dire. Donc, tout est possible à partir de ce biais de la génétique. Donc la génétique comme vie prise en main, point d'exclamation, puis la vie sensée, point d'interrogation, le tout dans une perspective éthique, mais aussi sans doute médicale, puisque c'est un peu ma profession aussi, mais éthique au sens de viser le sens, le donner sens à son existence. La vie en main, la vie demain, point d'exclamation. J'ai envie de dire, voilà un slogan
qui sied plutôt très bien au modèle biotechnologique si prégnant dans notre société et porteur d'un progrès sans fin. Selon ce slogan, il s'agit en effet, au nom d'une autonomie au sens fort d'autodétermination de soi, de prendre sa vie en main. Et c'est obligatoire, c'est normatif, de la diriger autant que faire se peut. C'est une question de responsabilité, en sachant s'appuyer sur toutes les ressources des technologies, en particulier convergentes, dont fait partie la génétique et que l'on résume assez souvent avec l'acronyme NBIC, les nanos, la biologie, l'informatique et le cognitif. En d'autres termes, non pas simplement une imposition, mais la convergence de ces différentes disciplines scientifiques, cette convergence qui permet en effet non seulement de réparer, de guérir, mais aussi de créer, de vérifier et d'augmenter, et c'est là le point focal, d'augmenter les capacités physiques et intellectuelles de l'être humain pour une vie idéale, en bonne santé, maîtrisée, choisie et donc, dit-on, heureuse. C'est du moins ce que l'on croit et la responsabilité dans le monde biotechnologique, pense-t-on, est à ce prix. S'agit-il pour autant de manipuler la vie ? Quoi qu'il en soit, la génétique ici est impliquée à plus d'un titre, d'abord par les modifications du génome humain, ou, si vous voulez aussi, et je range cela aussi là-dedans, par la sélection des meilleurs génomes à partir d'adultes accomplis. Il existe ainsi des banques de sperme, comme vous le savez, avec des individus brillants, prix Nobel ou équivalents. En tout cas, en maint pays, l'on n'hésite pas à mettre en avant sa réussite personnelle, en particulier aussi en Europe du Nord, mais aussi aujourd'hui la qualité d'un bon génome, un bon génome étant défini avec un risque minimal de transmission de pathologies graves pour obtenir plus d'argent en contrepartie du don de sperme. Les modifications du génome, et ces derniers jours, vous avez entendu parler du fait qu'en Islande, on a séquencé le génome complet de toute la population. Les modifications du génome peuvent avoir un objectif thérapeutique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, en introduisant un gène réparateur via assez souvent un vecteur viral inactivé. C'est le cas de la première réussite de thérapie génique, qu'on a entendu quand même 30 ans, pour faire court, la question des bébés bulles. Mais ça peut exister dans bien d'autres avec l'équipe Fischer en France. On peut aujourd'hui modifier directement une mutation délétère. Par exemple, les gènes des cancers du sein héréditaires, BRCA1 et 2, pour laquelle certains se font enlever tous les organes sexuels des femmes, via un outil extrêmement récent dont vous avez peut-être entendu parler, le CRISPR-Cas, le CRISPR-Cas9. Cela reste pour le moment surtout de la recherche encore, certes, mais les outils sont très simples d'utilisation à côté de ce que nous avons connu jusqu'ici, et ils sont extrêmement puissants et ils sont devenus une porte ouverte vers des possibilités thérapeutiques extrêmement innovantes, mais aussi extrêmement eugéniques, vers aussi la biologie synthétique dont mains scientifiques aujourd'hui reconnaissent le risque de mener, et c'est vraiment un risque qui est nommé explicitement, à du bioterrorisme. Ensuite, la génétique est au service d'une évaluation de la qualité de la vie humaine dès avant la naissance, soit par le diagnostic préimplantatoire, soit par le diagnostic prénatal, en particulier via l'ADN circulant. Il suffit d'une simple prise de sang pour évaluer l'ADN de l'enfant que l'on porte. Le souhait est de ne plus mettre au monde que des bébés sains, sans anomalie génétique, sans gènes porteurs d'affections graves. En fait, la plupart des affections sont polygéniques.
et les risques sont exprimés en pourcentage. C'est le fonctionnement même de la génétique. Faut-il alors éliminer un fœtus qui a 30% de risque de faire, par exemple, un cancer colorectal, 40% de risque de faire une hypertension artérielle? Les mères seront-elles demain obligées d'avorter en cas de trisomie 21 ou pour un syndrome de Turner, quand on a, vous savez, des X ou des Y en plus ou en moins, le Klinefelter, etc. Passons. Y aura-t-il un enjeu eugéniste de préservation de la race humaine? La génétique est également au service, après la naissance, de la qualité de vie de toute personne via la détection des marqueurs du cancer, des facteurs de risque génétique pour les autres pathologies, et en particulier pour certaines affections chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, de façon à prévenir, c'est l'objectif, ces pathologies par un régime adéquat, par exemple. En tout cas, qui serait quasiment imposé obligatoirement. Sinon, il ne servirait à rien de diagnostiquer des prédispositions et d'y mettre le prix si l'hygiène de vie et le traitement éventuel étaient négligés. Or, en raison de la chute considérable des coûts, tout cela est aujourd'hui accessible en un seul examen. Le séquençage complet du génome à partir d'un simple écouvillonnage de muqueuse jugale. Je crois qu'on vous l'avait expliqué au départ. Vous prenez un coton-tige, la joue à l'intérieur, vous la frottez, vous mettez ça dans un étui et vous l'envoyez, par exemple, à 23andMe. C'est le premier site génétique au monde. Et ce site de référence vous le rappelle, j'ai vérifié la propagande. Il y a du bien et du moins bien. La propagande dit actuellement « Find out what your DNA says about you and your family ». You and your family. Pas le génome. You and your family. C'est assez extraordinaire. C'est extrêmement prétentieux. Comment accéder à son identité et à celle de sa famille plus large que ce que l'ADN peut en dire? Comment, avant la naissance, les résultats se présentent en pourcentage de risque de faire telle ou telle pathologie, comme précédemment, que signifie ce risque? 20, 30, 40%, 60% de risque. Et si l'employeur ou l'assureur s'en saisissent, pensez quand même à l'Islande, ou si l'on est tenté, parce que cela existe depuis maintenant de nombreuses années, de présenter son génome à son assureur soi-même pour payer une prime moins élevée, quelle société construisons-nous? Et puis, s'il se présente un cancer, la génétique pourra encore veiller aujourd'hui à la qualité du traitement, puisque l'identité génétique de la tumeur pourra appeler un traitement avec des molécules créées. On peut créer aujourd'hui par ordinateur les molécules. On est en train de renverser totalement la manière de concevoir les médicaments. Donc créer pour correspondre à la conformation génétique et spatiale, n'oublions pas le spatial, de la tumeur, c'est-à-dire à ses récepteurs tumoraux. Ce que l'on appelle d'ores et déjà la médecine personnalisée. Je peux vous dire qu'elle est très avancée déjà en de nombreux pays. La vie demain sera-t-elle alors cette vie en main, cette vie que l'être humain prend en main, doit prendre en main comme maître de son génome et plus largement de tous les déterminants de son corps possédé, non seulement par la génétique, mais par l'ensemble des performances de la convergence technologique. Et cela au nom même, je le répète, de sa responsabilité. Car dans une société médicalisée, visant l'augmentation, que traduit l'enhancement des anglo-saxons, a-t-on le choix de faire autrement si l'on veut répondre sérieusement de sa santé, de son humanité, de sa vie? La question n'est nullement anodine, comme je l'ai montré dans mon ouvrage « La santé augmentée », où j'ai mis dans le titre de l'ouvrage « Double point, réalité ou totalitaire ».
Point d'interrogation. Big Brother est à l'affût. Et l'on pourrait bien, sous prétexte d'une libération de notre sentiment de fragilité et de vulnérabilité, tomber dans une autre servitude bien plus menaçante, un servage qui exclut les récalcitrants et les déviants, qui n'assument pas le progrès et qui, selon la définition du totalitarisme d'Hannah Arendt, nous empêcherait de penser. La vie, finalement, a-t-elle du sens, aujourd'hui, demain, ou tout cela n'est-il que non-sens ? Le titre général de ce cycle de conférences incite à se poser ces questions qui ne manquent pas d'ambiguïté. Alors, deuxième point, cette vie a-t-elle un sens ? Une des acceptions sans doute les plus basiques du mot sens en français est celle de direction, qui elle-même implique une composante temporo-spatiale, car il n'y a de direction qu'à partir du moment où l'on se déplace. De ce point de vue, il est vrai que la vie, dans son déroulé, a un certain sens. Mais comment qualifier ce sens ? L'on pourrait parler d'un sens de maintien de la vie. Toute vie, on l'a souvent souligné dans les conférences, tend à se maintenir. Ça a été dit dès la première conférence. Je n'étais pas ici parce que j'avais un souci avec une fracture, mais je les ai toutes entendues. Donc voilà, je crois toute vie, c'est vrai, tend à se maintenir, se reproduire, comme nous l'avons déjà souligné. La génétique joue un rôle essentiel à cet égard et l'évolution fait le même constat. Des vivants qui surgissent se maintiennent éventuellement en se modifiant. Faut-il alors dire que le sens, au final, si ça se termine par la mort, est celui de l'anéantissement ? Une vie émerge, mûrit et finalement meurt. Des espèces apparaissent et puis meurent. En fait, je ne suis pas sûre qu'on puisse l'interpréter de manière aussi caricaturale. La mort fait partie de la vie. La mort est déjà au service de la vie. La mort génétiquement programmée, par exemple, de l'apoptose, sert la vie et lui donne de laisser surgir du nouveau. Il n'y a de nouveau que parce qu'il y a de la mort. Le sens de la vie biologique comme direction concerne l'être humain qui n'existe pas sans elle, vérité de la palisse. Mais ce sens directionnel n'est pas sens, même simplement directionnel, s'il n'est pas reconnu tel par un je, J-E, qui s'y engage, lui donne ou non une valeur. Ni la génétique en tant que telle, ni les modifications génétiques, ni les technologies convergentes ne donnent sens à une vie humaine. S'il faut prendre sa vie en main, c'est moins pour en être maître et possesseur via par exemple la génétique que pour faire face aux aléas, aux fragilités, aux vulnérabilités et pour transformer ce hasard biologique, tout comme les événements existentiels, en destin sensé par des choix continués porteur d'espoir et d'espérance. Le je qui dit « je veux » se saisit de cette épaisseur charnelle du corps pour y trouver des limites, certes, mais aussi l'énergie qui le pousse à aller de l'avant. C'était d'ailleurs tout le travail intellectuel d'un Paul Ricoeur dans sa thèse de doctorat dans les années 50 et qu'il a publié dans Le volontaire et l'involontaire. En soi, l'involontaire, la génétique, notre composante génétique, n'a pas de signification propre. Il n'est ni bon ni mauvais. Habitude, émotion, besoin ne prennent sens et donc qualification morale qu'en relation avec une volonté qu'ils sollicitent, affectent, facilitent ou entravent, et qui en retour fixe leur sens, c'est-à-dire les détermine par son choix, les meut par son effort et les adopte par son consentement. Paul Ricoeur, page 8. Dans une réciprocité de l'involontaire et du volontaire. En d'autres termes, le volontaire est toujours et par nature la reprise d'un donné non voulu qui le sustente, tandis que l'involontaire ne prend véritablement sens que dans son assomption par le volontaire.
L'amour humain, par exemple, est sollicité par des émotions et une spontanéité pulsionnelle qui jaillissent des profondeurs du corps, dans sa biologie, dans sa génétique, dans sa composante génétique, dans son fonctionnement, tout en bénéficiant de cette énergie d'éros sans laquelle il n'y aurait point amour. Il dépend donc aussi du sujet que cette force corporelle soit laissée à son anarchie naturelle ou qu'elle soit mise au service de l'amour personnel et du don de soi. Et voilà que surgissent de nouvelles dimensions pour un sens qui se donne, c'est-à-dire comme un don gratuit, comme un excès du pari que le sens possible est plus fort que l'insensé, pari d'une vie qui aspire à sa survie, et pour un jeu qui s'engage et transforme l'épreuve. Le dicton affirme que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'un sens est possible, capable de recueillir toute son existence personnelle, biologique, psychologique, spirituelle, relationnelle, comme un don avec une signification, une valeur, une reconnaissance, une grâce, toutes choses qui sont le propre de l'homme. L'attente de sens convoque la liberté autant que celle-ci convoque le sens et finalement la décision de vivre ou de se laisser mourir. Devant les maladies génétiques et autres, devant les possibilités ouvertes par les sciences convergentes, les progrès sont incontestables et potentiellement utiles, ne l'oublions pas, mais à condition de les garder comme des moyens et non comme une finalité, promesse de bonheur et de sens de la vie. Donner sens à la vie, répétons-le, c'est transformer le hasard de son patrimoine génétique, de son corps avec ses pathologies et sa nocturnité, en destin de vie par les choix répétés d'un jeu qui s'engage, qui est acteur de sa vie en lien avec autrui, qui ne se trompe pas de finalité, mais se saisit de tout événement même négatif pour lutter contre les forces de mort en lui et devenir toujours plus sujet vulnérable et fort, espérant contre toute espérance. La génétique, comme la question du sens de la vie, donne une acuité particulière au questionnement que Kant esquissait déjà dans sa logique. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Que nous est-il permis d'espérer? Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Que puis-je savoir? Qui suis-je? La réponse ne peut être simplement constructiviste. Elle n'est pas non plus concordiste. Le jeu est interpellé à tous les niveaux, y compris pour le croyant, celui de sa foi en Dieu. Le corps, en sa constitution génétique, est œuvre de Dieu, au service de la personne humaine. Ni tout, ni rien, ni seulement biologie, ni seulement animal. Pour le christianisme, mais d'une façon générale dans les trois monothéismes. Le sens, c'est une question transversale qui sollicite celui qui se la pose et aspire simplement à vivre, mais à vivre pleinement, même s'il n'y voit pas toujours très clair. Des faits biologiques observables, des mutations génétiques en soi ne surgissent ni intentionnalité, ni sens. Mais de l'esprit et du cœur de l'homme peut surgir cette relecture herméneutique engageante par laquelle je rechoisis ce que je n'ai pas choisi pour décider de lui donner un sens pour moi, pour autrui, avec autrui. Un sens, des sens et d'autres sens sont sans doute possibles. Et ma vie personnelle, en mon corps biologique, peut ainsi se vivre traversée par un faisceau de lumière, à la fois réel et insaisissable, qui la transfigure de l'intérieur et lui montre une direction, lui confère un poids d'existence, une signification, et lui fait percevoir une saveur au parfum changeant. Direction, signification,
perception, le sens de la vie se joue par un choix continu entre ces trois polarités. Merci. Merci beaucoup. J'ai le plaisir maintenant de laisser la parole à Stéphanie Duprouy pour la troisième présentation. Alors, comme je parle à la fin, il me revient l'exercice difficile de ne pas être redondante par rapport à tout ce qui a été dit. Je crois que ça va être possible. J'avais prévu de faire une brève présentation des différents types de modifications des génomes à l'œuvre dans les sciences contemporaines, et je pense que je vais aller très très vite là-dessus. En revanche, je vais parler d'un type de manipulation du génome dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle la biologie de synthèse. Donc voilà, je voudrais un petit peu parler de la biologie de synthèse, des espoirs et des risques qui sont associés à ces différentes modifications, et en particulier à la biologie de synthèse. Et puis, je voudrais poser quelques questions plus spécifiques sur la biologie de synthèse, des questions éthiques, mais des questions, en l'occurrence, je vais un peu laisser de côté, puisque c'était l'objet de la conférence de Marie-Jo Thiel, je vais un peu laisser de côté la question de l'humain pour m'intéresser plutôt aux enjeux éthiques de cette création de nouveaux vivants non humains, mais qui sont des hybrides de nature et de technique. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir donc sur les différents types de modifications des génomes. On a vu que les génomes se modifiaient naturellement. Il faut remarquer que ces modifications naturelles, contrairement aux modifications qui sont de l'ordre de la sélection artificielle ou de l'ordre des manipulations génétiques, ces modifications naturelles, contrairement aux autres, elles ne s'opèrent pas dans un objectif d'optimisation des vivants au profit de l'homme. Et je pense que ça fait une différence. En revanche, avec la sélection artificielle, avec le génie génétique, on est dans cette perspective de l'optimisation des vivants au profit de l'homme. Alors, on a vu un certain nombre de choses sur la sélection artificielle. On a parlé du génie génétique, où là, on intervient directement sur le génome et non pas indirectement. On pourrait dire que dans la sélection artificielle, l'homme se contente de ruser avec la nature. Il pilote les processus naturels selon son intérêt, mais il n'ajoute pas de nouvelles techniques. Tandis qu'avec le génie génétique, eh bien, on fait des copier-coller de gènes, on intervient directement sur le matériel génétique. Et bien sûr, on peut penser que si les croisements entre végétaux et les transferts de gènes existent bien dans la nature ou dans l'histoire longue de l'humanité, ceux opérés par le génie génétique se font entre des espèces qui sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. On peut greffer un gène prélevé sur un ver luisant sur le génome d'un taureau, d'une part. Ensuite, ces modifications prennent beaucoup moins de temps. Et enfin, elles sont beaucoup plus contrôlées. Elles vont permettre donc des manipulations beaucoup plus fines des propriétés conférées aux vivants. Alors, la dernière née dans cette longue histoire des manipulations des génomes des vivants par l'homme, c'est la biologie de synthèse. Alors, la biologie de synthèse, ça date à peu près des années 2000. Il s'agit de créer, dans la biologie de synthèse, de créer par synthèse chimique des séquences d'ADN et de les injecter dans des cellules qui seront ainsi dotées d'une nouvelle information génétique, mais information génétique qui a été synthétisée par la chimie humaine.
Alors l'idée le programme en fait qui est derrière cette biologie de synthèse, c'est de fabriquer des vivants planifiés, architecturés par l'homme, un petit peu comme on construit un jeu de Lego, en combinant des unités élémentaires d'ADN, unités élémentaires qu'on peut acheter sur Internet. On peut aller sur Internet, acheter des fragments d'ADN, ça s'appelle les biobriques, et puis on peut les combiner les unes aux autres pour fabriquer des organismes à partir de ces biobriques. Alors, dans cette perspective, pour les promoteurs de la biologie de synthèse, pour le dire un peu direct, enfin pour le dire tel que eux le disent, les OGM sont encore du bricolage. Parce que finalement, dans les OGM, on fait un petit peu à l'aveugle, on essaie de copier-coller des gènes, mais on procède par tâtonnement. Tandis que là, l'idée, c'est de construire, de programmer. Alors, les génomes synthétiques, on les programme, puisqu'il y a énormément de bases de nucléotides qui sont en jeu dans l'ADN. Donc on les programme par ordinateur et puis on a des techniques chimiques pour les synthétiser. Alors, donc là, l'idée, c'est d'avoir une biologie beaucoup plus intentionnelle, une biologie où le processus de production de la vie est intégralement contrôlé. Et aussi, chez certains, alors par exemple, moi j'ai écouté, moi qui ne suis pas très familière de ces questions, j'ai écouté une interview sur Internet, on peut trouver, de Philippe Marlière, qui est donc un biologiste. Alors lui, il a vraiment un discours antinaturaliste tout à fait explicite, c'est-à-dire il s'agit de construire des vivants sans imperfection. Finalement, les OGM, ça ne construit pas encore exactement les vivants tels qu'il nous le faudrait pour qu'ils soient vraiment adaptés à nos besoins. Mais là, l'idée, c'est vraiment de construire la vie sur mesure. Et je trouve ça assez frappant parce qu'il me semble que c'est un antinaturalisme qui contraste avec l'éthos des biologistes. Parce qu'il me semble qu'en général, pour les biologistes, la vie est souvent une valeur. Peut-être me contrediront-ils. Alors, dans ce programme de la biologie de synthèse, plusieurs étapes avec des modifications de plus en plus radicales. Ce sont d'abord des fragments d'ADN qui sont reprogrammés et ajoutés au génome d'autres êtres vivants. Et puis, en mai 2010, un Américain, Craig Venter, a annoncé la création de la première cellule vivante dotée d'un génome entièrement synthétique. Donc il s'agissait d'une bactérie, donc un génome entièrement synthétique qui a été injecté dans une cellule bactérienne. Troisième étape peut-être, c'est l'idée de créer non seulement de nouvelles espèces, mais des vies alternatives. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les paires de bases qui composent le squelette de la molécule d'ADN, on utiliserait par exemple de l'ADN à 6 bases plutôt que 4. Donc au lieu que alors j'ai oublié le nom des bases, ATGC, alors voilà, et donc là il y en aurait 6 au lieu de 4. Donc vous voyez, dans le cas précédent, les briques du Lego étaient copiées sur les organismes réels, mais dans ce cas-là, il s'agirait de fabriquer des formes de vie radicalement nouvelles. Donc Philippe Marlière dit il s'agirait de faire, donc c'est lui notamment qui est engagé dans ce programme, il s'agissait de faire bifurquer la création. Donc explorer la vie, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle aurait pu être avec des formes de vie complètement orthogonales. Alors, bon, alors on est je crois que on a entendu parler là beaucoup de techniques. J'avais prévu de parler du clonage, du travail sur les cellules souches. Bon, toutes ces techniques, je pense, ne posent pas exactement les mêmes problèmes. Dans tous les cas, il s'agit de manipulations génétiques qui aboutissent à artificialiser le vivant, à créer de nouveaux hybrides entre le vivant et la technique. Dans tous les cas aussi, ces techniques se donnent pour but d'améliorer le vivant, de le rendre plus adapté à nos projets, ou bien de régénérer les vivants par les modifications du génome, par les thérapies géniques, peut-être même d'empêcher le vieillissement, peut-être même d'empêcher la mort, comme vous disiez tout à l'heure.
Dans le cas des organismes transgéniques et des organismes de synthèse, il me semble que là vraiment la particularité, c'est créer des vivants inédits, créer de nouvelles espèces, puisque ces vivants peuvent se reproduire, abolir les barrières naturelles entre espèces pour créer des chimères, semble-t-il, à volonté. Alors, il me semble qu'un des... pour moi, ce qui me questionne dans ces développements, c'est que la notion traditionnelle d'espèce, alors peut-être pas la notion d'espèce, peut-être plus technique des biologistes, mais moi je parle de la notion commune, la notion familière d'espèce, c'est-à-dire les types sous lesquels les vivants se présentent et s'ordonnent. Cette notion familière me semble pulvérisée par cette nouvelle configuration technologique, parce qu'on crée en fait sans cesse de nouveaux, des vivants inédits, de nouvelles espèces vivantes. Alors, je ne vais pas revenir sur les espoirs et les risques suscités par les OGM. Quels sont ceux de la biologie de synthèse ? Bien, il s'agit de faire synthétiser aux organismes ainsi reprogrammés des produits utiles à l'homme d'une manière moins coûteuse, ou en plus grande quantité que dans la nature, ou d'une manière moins polluante. Donc il y a un certain nombre de finalités qui sont communes avec le génie génétique. Donc tout d'abord dans le domaine de l'énergie, créer des biocarburants, dans le domaine de la pharmacie. Donc on produit d'ores et déjà l'artémisinine, donc un médicament antipaludéen par des levures donc modifiées synthétiquement, l'insuline, des vaccins. En chimie, on pourrait, grâce à la biologie de synthèse, produire de nouveaux matériaux, des biopesticides, par exemple de nouvelles fibres textiles, une par exemple en ce moment qui serait susceptible de remplacer le nylon. Et puis, on pourrait avoir un certain nombre d'innovations écologiques. Alors, par exemple, produire des biocapteurs. Par exemple, on a produit une bactérie qui devient luminescente lorsqu'elle se trouve en présence de mélamine. Alors, la mélamine, c'est un produit chimique qui a pollué des tonnes de lait infantile en Chine en 2008. Donc, évidemment, ce serait pratique si on avait cette petite bactérie là dans le lait. Eh bien, elle se mettrait à dégager une belle lumière verte quand il y aurait ce produit dangereux. On a pensé aussi à des bactéries qui pourraient dépolluer l'environnement. Par exemple, une bactérie qui serait susceptible d'absorber l'arsenic présent dans l'eau potable qui a des effets délétères dans certaines régions du monde, si j'ai bien compris, sur la santé humaine. Voilà, alors peut-être un autre point que je voudrais juste énoncer au passage. Bon, tout ça, c'est les applications. Certaines sont déjà réelles, d'autres, c'est encore un scénario fictif, mais bien engagé. On voit bien que la biologie de synthèse, ça pourrait se substituer à toute une partie de l'industrie chimique, pharmaceutique. Et donc, il y a des enjeux potentiellement colossaux de ces domaines d'innovation, aussi bien pour la biologie de synthèse, d'ailleurs, que pour les OGM. Et d'ailleurs, de grandes firmes pétrolières, des compagnies pharmaceutiques, à l'heure actuelle, financent massivement la recherche dans ce domaine qui attire beaucoup de capitaux. Alors, donc ça, c'est les applications. Je voudrais juste énoncer au passage que il y a aussi, à la fois pour la biologie de synthèse et pour les OGM, une recherche fondamentale, parce que ça c'est important aussi, plus classique. Classiquement, il faut faire des variations pour comprendre les causes, et donc varier les organismes, ça permet de mieux comprendre le vivant, ça permet par exemple de mieux comprendre la part des gènes dans la construction des organismes, dans les traits phénotypiques. Donc il y a toutes sortes de recherches, par exemple alors avec la biologie synthétique, quelle serait la cellule minimale, par exemple, parce qu'avec ces biobriques, on peut
on peut les ajouter, les enlever, hein, si j'ai bien compris. Et donc, à partir de quand est-ce qu'en enlevant des bouts d'ADN, on a encore un être vivant? Et en ajoutant, à partir de quand, en ajoutant des bouts d'ADN, on va avoir un être vivant? Alors, voilà ce que je voulais dire un peu pour la présentation. Alors maintenant, pour réfléchir un peu plus alors, peut-être 2 mots sur les risques propres. Alors, les risques des OGM et de la biologie synthétique a beaucoup de risques en commun avec les OGM, des risques sanitaires et écologiques qu'on a énoncés. Hein. Si on fabrique des nouveaux vivants, synthétiquement, évidemment, il y a d'abord des risques pour la santé humaine, des risques de fabrication et d'échappement de virus pathogènes pour l'homme ou pour d'autres organismes. Évidemment, on s'intéresse beaucoup, comme pour les OGM, sur l'impact de ces nouveaux vivants sur la biodiversité. On peut imaginer qu'on produirait des vivants qui, finalement, entrerait en compétition avec les autres vivants, en compétition alimentaire par exemple, et pourrait éventuellement les faire disparaître à terme, hein, dans des scénarios catastrophes. Ou bien, 3e risque, des organismes qui pourraient se reproduire avec les vivants qu'on connaît, créer des êtres hybrides avec eux. Et donc là, c'est la question de la protection des génomes naturels que nous connaissons dans leur intégrité, qui est posée. Hein. Donc on voit que ça menace plusieurs valeurs, la protection de la vie, en particulier de la vie humaine, la protection de la biodiversité. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, effectivement, les risques économiques et politiques, alors qui ne sont pas tout à fait les mêmes pour les OGM et pour la biologie de synthèse. Alors, en partie, c'est les mêmes. Il y a d'abord le risque que ces êtres vivants ayant un génome synthétique soient commercialisés par des sociétés qui auraient un monopole sur ces espèces. Donc ça, c'est le même problème que les OGM. Le problème, il y a un problème inverse c'est le fait que dans la biologie de synthèse, c'est le fait qu'il y a dans la biologie de synthèse une culture un peu particulière qui est une culture de la recherche assez originale. La biologie de synthèse a été promue en particulier, alors moins dans les structures de recherche traditionnelles comme les universités, mais sous forme de grands appels à la bonne volonté des jeunes et à la créativité des jeunes, dans des concours, dont le plus connu, des concours internationaux. Le plus connu, c'est le l'IGEM, International Genetically Engineering Machine Competition, qui est donc un concours destiné à fabriquer les machines vivantes, des machines vivantes nouvelles, en dehors des cadres académiques et dans un esprit d'équipe et dans une atmosphère ludique. Donc voilà, une culture de la recherche assez originale. Donc ces équipes de jeunes reçoivent des biobriques, je crois que ça dure quelques mois ou quelques semaines, et puis à la fin de la période du concours, ils doivent avoir rendu un vivant, et leurs innovations sont ensuite diffusées sur le modèle de l'open source. Hein, donc c'est un petit peu vraiment les mêmes problématiques que pour Internet. Hein. Il s'agit de mettre le savoir sur la biologie de synthèse en libre. Les génomes sont connus, ils sont en accès libre, et comme je vous le disais, l'ADN s'achète sur Internet. Alors, donc du coup, le problème du bioterrorisme est beaucoup plus peut-être présent dans ce cadre, parce que, bien sûr, on peut penser à des utilisations malveillantes de ces organismes. En 2006, un journaliste a pu se procurer le virus de la variole. Enfin, il y a des choses un peu inquiétantes. Enfin, quand on lit ça, moi, j'étais pas tout à fait
voilà, il y a des séquençages de génomes de maladies qui sont publics, qui sont connus, et puis des moyens de les fabriquer. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on peut fabriquer, mais on appelle ça la biologie de garage. Donc, il y a cette promotion aussi de l'idée que des gens, même n'étant pas tellement équipés dans des grands laboratoires, pourraient chez eux faire de la biologie de synthèse à bas prix. Il y a beaucoup de recettes sur Internet qui expliquent comment faire ça, comment installer un laboratoire dans son garage. Donc voilà, tout ça fait que la question du bioterrorisme se pose. Alors, est-ce qu'il me reste un petit peu de temps? Alors, donc je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Il me reste un petit peu de temps. Je suis à 20 minutes. Ouais, d'accord. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Alors, on propose des remèdes, peut-être, à tous ces scénarios catastrophes. D'abord, l'idée de confiner les organismes qu'on aurait ainsi créés, mais vous voyez bien que le confinement, ça rentre en contradiction avec les applications infinies dans tous les domaines de la vie quotidienne qu'on met en avant pour la biologie de synthèse. Et puis d'autres solutions, construire des organismes incapables de survivre sans un aliment synthétique, ou des organismes incapables de lutter dans des conditions biologiques normales, donc des organismes qu'on appellerait des losers, des formes de vie orthogonales, comme je le disais tout à l'heure, avec un autre type de séquençage, où les possibilités de croisement semblent plus faibles avec les espèces qu'on connaît, des organismes programmés pour se suicider, des organismes programmés pour ne pas se reproduire, etc., etc. Alors vous voyez qu'on est, dans un hybride je dirais de naturel et de technique. On est aussi dans un hybride de réalité et de fiction, un petit peu, dans tout ça. Alors, ce que je voudrais dire très très rapidement, mais alors je ne vais pas tellement avoir le temps. Alors, est-ce qu'on a fabriqué du vivant avec ça, Craig Venter annonçait la création, il disait, du premier être vivant synthétique. Il disait « Voici sur cette planète la première espèce capable de se reproduire ayant pour parent un ordinateur. » Alors, peut-on vraiment faire de la vie? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est une science nouvelle ou est-ce que c'est simplement du bricolage? Alors, c'est un point sur lequel j'aurais bien aimé avoir l'avis des biologistes. Bon, en fait, ce qu'on fait, on réussit à faire fonctionner une bactérie en remplaçant son génome par un ADN entièrement artificiel, programmé par des ordinateurs et produit par synthèse chimique. C'est le génome qui est synthétique, ce n'est pas la bactérie qui est produite, parce qu'on a quand même besoin de l'injecter dans une cellule vivante, moi j'ai envie de dire. Donc l'ADN ne fonctionne pas tout seul, on l'injecte dans une cellule préexistante. Selon Venter, c'est l'ADN qui commande la cellule, donc c'est lui qui crée une cellule synthétique, mais on pourrait dire aussi que la cellule et l'ADN ont collaboré et que dans cet assemblage, c'est la cellule qui est vivante et qu'elle a en quelque sorte adopté cet ADN de synthèse. C'est une autre façon de le lire. Mais peut-être le plus important à mes yeux, c'est que malgré tout, on ignore la fonction qui va de l'ADN à la vie. On commence à comprendre le chemin qui va de l'ADN à la construction des protéines, mais qu'est-ce qui fait que l'ADN est capable de programmer un être vivant, c'est-à-dire un être capable de se conserver, de se réguler, de s'adapter, de se reproduire? Eh bien, ça, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas, que nous ne comprenons pas comment l'ADN fait ça, si c'est bien l'ADN qui le fait. Et donc, il me semble qu'aussi longtemps que nous ne saurons pas expliquer l'apparition de ces propriétés émergentes, finalement, nous ne faisons encore qu'utiliser les processus naturels à notre profit, en bricolant, mais on n'a pas de clairvoyance sur ce qu'on fait.
Et donc finalement, j'aurais tendance à dire qu'il y a une continuité, comme vous le disiez, Jacky de Montigny, entre toutes ces techniques comme la sélection artificielle et puis ces techniques qui semblent ces techniques high-tech, mais qui finalement ne sont jamais de la création ex nihilo de vivants et qui ne sont pas de la fabrication de la vie, qui sont de la modification de la vie, mais qui ne sont pas de la fabrication intégrale de la vie à partir ex nihilo, qui sont en fait une technique tâtonnante. Alors, j'avais prévu, en fait, pour finir, de parler de 3 questions éthiques sur la biologie de synthèse et qui concernent en fait aussi les OGM. Alors, juste pour terminer, je vais mettre de côté les transformations du génome humain dont il a été question. Je vais me contenter de parler des transformations du génome des autres vivants. Et puis je vais mettre aussi de côté la question des risques pour l'homme. On va mettre ça à part. Je voudrais poser 3 questions. Alors, je voudrais commencer par une question peut-être un peu saugrenue par rapport à ce que Marie Jautil vient d'évoquer. Mais qui me semble malgré tout être une vraie question. Est-il permis de créer de nouvelles espèces? Des espèces qui ne seraient pas apparues spontanément dans la nature. Donc même en mettant de côté la question des risques, à supposer que les nouvelles espèces ainsi créées ne menacent pas les espèces existantes, et que ces espèces puissent coexister pacifiquement avec nous, avec les autres vivants. Malgré tout, est-ce qu'il est permis de créer ça? Alors, je dois avouer que je n'ai pas d'intuition morale très claire sur le sujet. J'aurais tendance à dire que oui, c'est permis. Alors, la réponse à cette question, elle varie sans doute en fonction de la dimension de hasard ou au contraire de finalité qu'on attribue à l'ordre biologique, du caractère sacré ou non qu'on est prêt à accorder aux espèces biologiques. Mais en fonction de ce qui a été dit tout à l'heure, puisque l'homme ne s'est jusqu'à présent pas privé de transformer l'ordre naturel en le cultivant, en le domestiquant par les croisements, en l'exploitant, en le surexploitant, en le perturbant de multiples manières, alors pourquoi ne pas transformer aussi les espèces? Ceci dit, donc moi j'aurais tendance à dire plutôt oui, peut-être peut-on pour l'homme, c'est autre chose. Je ne parle pas de l'homme là, je parle des autres vivants. Alors, cela dit, la question demeure de savoir si tout un chacun a le droit dans son garage de créer de nouvelles formes de vie. Et ça, c'est une autre question, parce qu'il y a tout ce discours libertaire du côté des promoteurs de la biologie de synthèse. Chacun peut être créatif avec la vie, chez soi, tout seul, avec un équipement pas cher, etc. Alors, moi, il me semble que dans la mesure où ces formes de vie sont appelées à proliférer et à se perpétuer, elles concernent la communauté dans son ensemble. Et elles nous engagent aussi par rapport aux générations futures. Donc, non seulement du point de vue de leur innocuité, mais aussi du point de vue de leur désirabilité. Et donc, il me semble que de même qu'on doit demander l'autorisation pour modifier un paysage, de même, ce ne sont pas simplement les individus créatifs, et encore moins les multinationales, qui devraient décider des formes de vie qui pourraient être introduites sur Terre. Il me semble que c'est quelque chose qui relève, c'est vraiment une affaire publique. Donc ça, c'est la première chose, et pour le moment, il y a quand même très très peu de réglementation sur ces questions. Une autre question, maintenant, il me semble, ça concerne notre responsabilité par rapport aux formes de vie que nous créons de cette manière. Est-il licite ou est-il même moralement indifférent de créer de nouvelles formes de vie, transgéniques ou synthétiques, exactement ajustées à nos besoins, et de les faire travailler pour nous à la manière d'esclaves biologiques? Alors, il me semble que là, on rejoint des questions classiques sur le statut des animaux. L'utilisation de vivants transgéniques ou synthétiques, et même leur création à cette fin d'utilisation, semble à première vue ni plus ni moins permise que ne l'est l'asservissement des animaux à notre bien-être, qu'il s'agisse de l'expérimentation animale ou de leurs conditions d'élevage. Alors bien sûr, tant qu'on en reste aux bactéries, la question n'est pas brûlante. Mais si on se projette un peu dans... Et peut-être même les plantes, finalement, on est peut-être moins mobilisés. Mais
imaginons qu'on produise des vivants artificiels de plus en plus complexes. Eh bien, il me semble qu'on ne peut pas échapper à cette question. Et donc là, la question, c'est quelles sont les valeurs que nous reconnaissons comme prioritaires? Le bien-être humain prime-t-il sur toutes les autres valeurs? Est-il même la seule valeur à prendre en compte? Donc moi, personnellement, je pense que, certes, le bien-être humain est une valeur très importante, mais on ne peut pas pour autant considérer que tout est permis avec les animaux. Et de la même façon, je dirais qu'avec ces nouveaux vivants que nous créons déjà, que nous allons peut-être créer, eh bien, il me semble que on devra peut-être à terme se poser des questions éthiques. Donc, bien sûr, on ne peut pas avoir le respect. Évidemment, les bactéries, protéger les bactéries, c'est évidemment un projet complètement fou. Mais malgré tout, la mise au pas des espèces et leur formatage génétique à notre profit doit, à mon avis, tenir compte de notre rapport aux autres espèces. Voilà, j'arrête. Bon, alors j'arrête. J'avais une dernière question que je pose à la salle, du coup. Alors maintenant, imaginons au contraire un monde qui, à part les êtres humains, ne serait plus peuplé que par des organismes transgéniques, tous plus utiles à l'homme les uns que les autres, et la vie humaine facilitée de multiples manières par tous ces êtres. La famine a disparu, l'homme dispose de ressources énergétiques inépuisables, etc. Eh bien, est-ce qu'il nous manquerait quelque chose? Voilà. Merci. Donc, je vous propose maintenant d'ouvrir le temps des questions et des réponses surtout, mais d'abord des questions parce qu'il n'y a pas de réponse sans question. Donc le micro va circuler. S'il vous plaît, attendez toujours d'avoir le micro en main pour que vos questions soient enregistrées en particulier et que donc ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui puissent bien les entendre. Merci. Simplement pour faire une petite remarque, avant de vous laisser à vous trois, à vous quatre la parole, en espérant, je vous ai regardé un peu, je pense que les uns les autres, vous aurez, en ayant pris des notes, des questions à vous poser. Et j'attends avec plaisir que vous puissiez vous interpeller. Simplement une remarque pour commencer. Pour resituer la théologie parmi les sciences, puisque M. Goer, pour commencer, a fait une distinction que je peux comprendre à certains égards entre l'approche de la science, l'approche du religieux et l'approche philosophique. Et dans la mesure où la faculté de théologie n'a aucune dimension confessionnelle au sens de confession de foi, il en va en théologie d'une approche scientifique des énoncés religieux. Donc, replaçons-nous dans le champ de l'approche scientifique. Je crois que la question du sens, elle est vraiment très importante. Vous avez montré les uns les autres que, effectivement, considérer le hasard comme un élément déterminant du vivant, c'est une honnêteté intellectuelle. Vous nous avez convaincus de cela. C'est aussi pour les sciences dures un principe méthodologique, une forme d'agnosticisme qui revient à ne pas chercher a priori un sens du vivant. Et ça, je crois qu'on peut bien l'entendre. En même temps, il appartient à l'éthique, à la philosophie, à la théologie de s'interroger sur le sens que nous vivons, nous prêtons au vivant. On le prête au vivant, on essaie de le lire, on essaie de le déchiffrer. Et il y a un élément que je voudrais simplement ajouter en réponse à la question de la modification du génome, c'est celui que met en avant Jürgen Habermas dans un très bon livre qui s'appelle « L'avenir de la nature humaine vers un eugénisme libéral », point d'interrogation, est paru en traduction française chez Gallimard en 2002. Et il s'interroge sur la perception qu'aura de lui un vivant qui se sait programmer pour avoir telle ou telle disposition. Et il lui
il lui apparaît, en tant que philosophe critique, que ce vivant-là aura à lutter contre ce sentiment d'avoir été fabriqué, alors que jusqu'à présent, nous tous ici, on est tous effectivement le produit essentiellement du hasard. Donc je laisse ceci à votre réflexion, mais encore une fois, je me réjouis de vous entendre vous interpeller. Je rajoute juste que c'est effectivement cette question-là de Habermas, on la retrouve par exemple chez Paultier et Muller dans leur ouvrage sur le clonage, puisque vous savez que le clonage est quelque chose qui nous pend quand même au nez. Il faut surtout pas rêver. Alors, il y a d'un côté, il y a le clonage reproductif, dit-on, et puis de l'autre côté, le clonage thérapeutique. Bon, il faut quand même savoir que c'est exactement la même chose et qu'il suffit de l'implanter l'un pour que ça soit du clonage reproductif. Et la question de l'humain cloné, à ce moment-là, est exactement celle-là. C'est-à-dire qu'il a été fabriqué pour remplir telle ou telle condition. Voilà. Être un bon joueur, reproduire son père, sa mère, la femme qu'il a mis au monde, un enfant mort, etc., etc. Vous savez qu'on clone déjà plein de petits animaux familiers qui sont morts et on en prend des cellules et on les clone. Voilà. Le problème, à mon sens, est un problème extrêmement... Ça peut paraître complètement farfelu, ça ne l'est pas du tout et ça l'est de moins en moins. Je lisais encore hier et avant-hier, enfin vous me démentirez, les possibilités absolument inouïes. Je crois qu'il y avait un article dans Le Monde, il y a hier ou avant-hier aussi dans ce sens, sur ces fameux ciseaux génétiques, ces outils génétiques qu'on appelle le CRISP, K9, qui sont extrêmement simples. Il y a d'ailleurs une généticienne française qui est impliquée dans la recherche et qui fait que on peut quasiment tout faire et tout programmer. Et je crois que là, il y a un risque absolument réel de fabriquer des individus en les modifiant et en modifiant le génome. Et je crois qu'il y a... Alors, je ne sais plus, j'ai perdu une idée que je voulais rajouter, mais bon, ça me reviendra. Je peux ajouter quelque chose. Il y a le risque, effectivement, d'être soi-même un vivant qui a été programmé. Et puis il y a le risque aussi de se trouver face à des vivants qui ont eux-mêmes été programmés. Je pense à des non-humains et de n'avoir, si nous n'avions que ça si c'était notre seule coexistence avec d'autres êtres. Et ça, pour moi, je pense que c'est un immense appauvrissement. Parce que je pense qu'il y a quelque chose dans notre rapport aux plantes, aux animaux, à la nature en général, d'essentiel dans le fait que nous ne les avons pas créés. Et il y a pour moi une ressource de sens, on parlait du sens de la vie, il y a une ressource, alors pas au sens utilitaire, économique, mais une ressource au sens ce qui nous ressource. Voilà. Donc j'aimerais quand même revenir sur les aspects un peu plus techniques. Effectivement, si on prend l'exemple de CRISP, c'est quelque chose, encore une fois, c'est un outil qui est issu, c'est un outil naturel qui est issu d'une bactérie. Donc là aussi, on n'invente rien. On utilise quelque chose qui existe. Alors, l'avantage que ça a par rapport aux techniques actuelles, c'est que ça permet plus facilement de cibler. C'est-à-dire, je veux cibler un gène donné, je vais plus facilement le cibler qu'avant, parce que toute la difficulté... Et notamment, vous avez pris à un moment donné l'exemple des enfants bulles, où effectivement on a pu corriger une maladie génétique. Mais justement, le corollaire de ça, c'est qu'il y a eu effectivement une guérison de ces enfants, mais développement d'une autre pathologie à côté, qui était dans les premières, parce que justement, on ne maîtrisait pas suffisamment l'endroit où allait se produire cette modification. Donc on en reste toujours dans ces modifications avec cette notion de hasard. Donc, techniquement, oui, possible de modifier une région donnée,
mais pas systématiquement de la cibler. Donc CRISP, dans ce sens-là, est un outil qui est aujourd'hui plus prometteur parce qu'il permettra plus facilement de cibler. Et quand on connaît la complexité d'un génome, quand on dit que le génome humain, c'est 3 milliards de paires de bases, c'est évident que de cibler et de savoir cibler le gène, ça apportera un plus. Mais de là à pouvoir faire de la biologie dite synthétique, comme Stéphanie nous l'a expliqué, peut-être un jour, j'en suis pas forcément convaincu, parce que les biobriques, par exemple, donc imaginez que l'on synthétise de l'ADN pour ainsi créer un nouvel organisme, 3 milliards de paires de bases, les synthétiser à l'heure actuelle, quand on synthétise des morceaux, les 3 milliards, c'est une chose. Ce qu'on sait faire, c'est peut-être 50, 100 nucléotides. On est encore très loin de ça. Et si on veut faire des biobriques, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est de copier des choses qui existent déjà. Et là, il y a notamment une technique qui a été mise au point, qui est la fameuse technique qu'on retrouve également dans toutes ces descriptions, qui est la PCR, qui peut être assimilée à un photocopieur. C'est-à-dire, je photocopie, mais dans un livre, je peux photocopier une page, je peux photocopier 10 pages, je peux photocopier le livre en entier. Si j'assimile le génome à un livre, ma technique, mon photocopieur, ce sera un mot d'une page, mais d'une page parmi le génome humain, si on le compare à un livre, c'est à peu près 500 petits Larousse ou 500 Bibles. Donc de là, je vais copier, ou je saurais copier un mot là, un mot par-ci, un mot par-là. Donc des briques, oui. Reconstruire l'ensemble à l'heure actuelle, et c'est la technique dont je vous parle, elle a aujourd'hui 30 ans. C'est peut-être plus un mot qu'on va copier, peut-être une demi-page ou un quart de page, mais on est encore très très loin. Et de toute façon, puisqu'on utilise des outils qui sont empruntés au vivant, certes, mais ce sont des outils qui fonctionnent en dehors du vivant. Le vivant, l'unité de fonctionnement, c'est une cellule. Tout ce que l'homme fait dans le génie génétique ou dans toute autre manipulation, c'est dans un petit tube, où ce n'est plus une cellule. Si c'est une cellule, il repasse de nouveau dans une bactérie pour le faire. Donc, cette dimension-là, tout le fonctionnement, la vie de la cellule, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de le faire, une cellule de synthèse, à part ce premier exemple-là dont Stéphanie a parlé, et encore, c'est de loin pas une bactérie artificielle, puisque c'est encore une fois utiliser des segments d'ADN de ci, de là, pour en refaire quelque chose. Mais on reste toujours dans le fonctionnement. Et puis, le tout ADN derrière, oui, l'ADN, c'est un support d'information, mais ce support d'information, à un moment donné, est exprimé. Et là, il y a tous les aspects dits épigénétiques. On prendra juste un exemple pour l'illustrer. 2 personnes qui ont le même génome, ce sont des vrais jumeaux. Ces vrais jumeaux ont malgré tout des différences. Et ces différences sont liées, entre autres, à ces aspects dits épigéniques. Donc il n'y a pas le tout ADN non plus. Voilà, Merci. Et encore, j'ai envie de dire, dans l'exemple de Craig Venter, ils ont juste imité le fonctionnement de la cellule, du vivant que nous avons, donc ils n'ont rien inventé, quoi. Encore une fois, c'est qu'emprunter, mais emprunter une fois, au lieu d'emprunter à une seule espèce, vous prenez de plusieurs, on reconfigure quelque chose, mais toujours en utilisant les lois et les principes de la nature. Par contre, le bioterrorisme, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand même, fabriquer des virus de novo, il y a quand même il y a eu une polémique, ça continue avec des hauts et des bas, et vouloir créer, parce que ça, on sait faire, par contre, créer des virus, créer en imitant un peu, puisque les virus de la grippe, c'est surtout des virus de la grippe aviaire,
Et du coup, c'est les multiplier, les mettre dans la nature, on ne sait pas très bien ce que ça donne. On ne sait pas non plus d'ailleurs la virulence à l'avance. Mais potentiellement, il y a quand même un risque. Dans tout ce que j'ai pu lire, le bioterrorisme est probablement un des risques actuels les plus reconnus, disons. Mais je pense qu'effectivement, le bioterrorisme, je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez mentionné. Oui. Donc, effectivement, si on arrive à remettre la main sur la souche virale de la variole ou utiliser, si ce n'est pas un virus, mais une bactérie hautement pathogène, là, effectivement, je pense que ce n'est pas très difficile d'en produire des grandes quantités. Maintenant, quand on regarde le virus de la grippe, si on veut se défendre contre la grippe, il faut se faire vacciner tous les ans. Ce n'est pas un vaccin durable comme d'autres vaccins que l'on connaît. Alors pourquoi? Parce que chaque année, la souche, naturellement, se modifie. Parce que là aussi, en termes de génome, en termes de séquences d'ADN, le taux de mutation, le nombre de mutations va être beaucoup plus grand qu'ailleurs pour des raisons, parce qu'il manque des systèmes de contrôle qui corrigent, etc. Donc là aussi, créer un virus, oui, mais à un moment donné, il y aura toujours, à mon avis, une défense qui va s'opérer. Là, moi, je serais peut-être beaucoup plus perplexe parce que, effectivement, je veux dire, c'est quand même, on prend au fond la partie du génome dont on sait que la virulence est à ce niveau-là et on la reconstruit. Donc, on met ensemble des choses et je crois que c'était quand même le département d'État aux États-Unis. Enfin, il y a actuellement toujours des polémiques pour savoir est-ce qu'il fallait mettre comment on construit ce virus dans les publications pour que n'importe quel terroriste puisse la lire et puis d'une certaine manière refabriquer ou de fabriquer des choses semblables. En fait, là effectivement, ça pourrait être une forme de biologie dite synthétique où effectivement on construit, mais encore une fois à partir d'existants et on configure par ces briques. Effectivement, ça peut être une forme parce que c'est la forme la plus simple. Et encore une fois, parce qu'un virus en lui-même ne se suffit pas, puisqu'il lui faut forcément l'aide d'un hôte, soit d'une bactérie, soit d'une cellule eucaryote. Donc, mais de là à créer la cellule synthétique, je pense qu'on ne le verra pas. En tout cas, nous. Juste une petite question parce que ça devient très intéressant. Mais à la fois complexe aussi, on est parfois perdu. Mais dans le monde de la biologie et puis des sciences génétiques, mais finalement, parce que vous êtes là-dedans, que sentez-vous par rapport à l'avancement de la science, mais aussi surtout du point de vue humain et éthique, par rapport à l'avancement, vous personnellement, et dans la complexité de vos collègues? Vous sentez parfois l'embarras ou tout simplement la question surtout de faire des choix? Parce que ça devient déterminant sur le plan personnel, individuel, en tant qu'être humain, mais aussi dans l'ensemble, disons, du corps de métier, du travail, des collègues. Mais vous êtes en face de la complexité de l'être humain. Et vous sentez par moments peut-être qu'il ne faut pas non plus trop céder à la manipulation ou oser. Il faut franchir le Rubicon. Quel est votre sentiment individuel du point de vue éthique, mais aussi du point de vue professionnel? Est-ce qu'il faut oser ou poser des barrières, des limites pour le bien de l'être humain dans les deux cas? Merci. Alors, pour le biologiste, bon, c'est pas uniquement l'être humain, c'est la vie d'une manière générale. Et effectivement, en tant que biologiste, avec l'ensemble des connaissances que l'on a à l'heure actuelle, et quand on voit la complexité, on ne peut être que d'abord perplexe, voire plus émerveillé devant un fonctionnement aussi, justement, une telle complexité. Donc, Oui, parce que la complexité, c'est comme un peu, excusez-moi, les astronautes aussi. Oui, donc on est devant quelque part de l'infiniment petit, mais qui est une immensité quand même. Donc ce qui peut être la démarche du biologiste, c'est avant tout d'essayer de comprendre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer.
Alors, l'observation ici, si je prends l'exemple d'un jet d'eau, c'est quelque chose de très complexe. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va essayer de l'analyser, justement. On va essayer de voir ce qui contient, comment il est structuré, quels sont les gènes qui le composent. Et puis après, en termes de démarche, comprendre comment ça fonctionne. Donc essayer de voir quels sont si je regarde un gène, par exemple, quelle va être la fonction de ce gène. Sachant que si on regarde un certain nombre de gènes, et c'est pour ça la biologie synthétique, ça me fait un peu peur quand même, quand on regarde, il y a des gènes qui sont concernés, de la bactérie jusqu'à l'homme. On a pu comprendre certaines maladies génétiques parce qu'on a vu que ce gène existait également, par exemple, chez une levure, et c'est chez cette levure où on a pu en déterminer la fonction. Et donc ainsi avoir justement cette fonction pour pouvoir comprendre, pour pouvoir envisager de soigner la maladie génétique en question. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais quelque part, c'est ça, c'est une immensité, c'est une complexité. Un modeste biologiste va essayer de comprendre. Pour comprendre, encore une fois, la démarche, c'est la démarche scientifique classique. Je vais observer, je vais analyser, je vais expérimenter. Nous avons peut-être encore un tout petit peu de temps pour une dernière question, parce que je pense qu'il va nous falloir conclure si nous voulons respecter l'horaire. Bon, alors je vais... Pardon. Alors, toutes les interventions de ce cycle ont mis en évidence le caractère complexe du vivant. Alors, puisque la question de départ était le vivant a-t-il un sens, est-ce qu'on ne peut pas voir derrière ce caractère complexe, sans être prétentieux, le sens même du vivant? Je crois que la question du sens, d'une façon générale, est quelque chose qui émerge comme par surcroît d'une transversalité, c'est-à-dire d'un jeu qui met ensemble différents niveaux de réalité qu'il interprète. Et donc cette question-là est jamais épuisée, parce que si vous regardez un petit peu la complexité chez un Edgar Morin, qui a beaucoup traité de la complexité chez le vivant, la question est sans fin, et je crois qu'on l'a un petit peu dit au départ. C'est un être humain qui regarde, qui interprète et qui lit, et qui, en fonction de sa propre histoire, de ses propres références, va dire, ben oui, là je reconnais quelque chose, une direction, je sens. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit moi en finale, le mot sens a une triple acception en français, la direction, la signification, et puis quelque chose de l'ordre de la perception, des organes des sens. Et c'est en circulant entre ces trois niveaux, ces trois polarités, qui sont elles-mêmes une complexité, en tout cas paradigmatique, d'une certaine complexité, qu'on peut avancer, mais la question, même pour chacun d'entre nous, est une question sans fin. Nous n'avons jamais en main le sens de notre vie. Nous essayons de discerner un tant soit peu chaque jour, et chaque jour suffit sa peine, mais nous discernons au quotidien, et c'est bien un jeu qui discerne, ensemble avec autrui, mais c'est un jeu qui discerne. Oui, s'il vous plaît. Une petite question là-bas, oui. Je dis un petit mot pour vous remercier après. Merci. Stéphanie, qui vient de partir, a beaucoup parlé de la biologie de synthèse. Quelle est la place de la biologie de synthèse dans un monde en pleine évolution? La biologie de synthèse n'est qu'une dimension de la convergence technologique, des nanos, des bio, du cognitif, etc., etc. C'est un élément parmi d'autres. C'est un élément qui doit être perçu, interprété en fonction de
l'ensemble de ces différents niveaux de réalité. Donc, voilà, je crois que notre responsabilité est de savoir regarder cela en face, de se dire que c'est complexe, tout en se disant aussi, ma foi, nous sommes des humains, nous sommes invités à vivre pleinement, donc à prendre notre responsabilité, donc à répondre de qui nous sommes, synthétique ou pas synthétique, naturel ou pas naturel. Nous sommes de toute façon des êtres de culture qui rechoisissons ce qui nous est offert à travers la nature qui nous constitue en notre corps. Merci. Merci, je me permets de prendre la parole pour remercier tous les intervenants qui nous ont accompagnés dans cette question « Le vivant a-t-il un sens ?» Alors, vous avez systématiquement, avec beaucoup de courage, reposé la question. Vous avez voulu avoir la réponse. Le vivant a-t-il un sens? Bon, au moins, il y avait un sens à s'interroger sur le vivant, pardon pour le jeu de mots. Mais je trouve vraiment fructueux en tant que philosophe, théologien, d'entendre des scientifiques, biologistes, généticiens qui nous parlent bien sûr avec vulgarisation de leur réalité, parce que ça nous oblige à en tenir compte et pas simplement à reposer sur des concepts qui peuvent être parfois décalés. Et inversement, c'est intéressant pour les biologistes d'entendre aussi de quelle façon ces concepts sont reçus dans les sciences dites humaines. Je voulais remercier les intervenants, Monsieur Gower, Monsieur de Montigny, cheville ouvrière de ce projet, Monsieur Potier également, pour tout le soin qu'ils ont eu de rendre compréhensible la biologie. Je voulais remercier également les philosophes, Madame Longy, Madame Thomas, Madame Dupuy, Monsieur Bourg qui venait de Lausanne. La théologie également, mes collègues Carsten Lemkuller qui m'a prié de l'excuser, il ne pouvait pas venir, Frédéric Rognon, excusé également, Monsieur Sigwald qui nous a fait le plaisir de nous suivre, de nous accompagner dans ces débats, Marie-Jo également qui est avec nous ce soir, heureusement. Voilà, donc merci à tous, merci à vous qui avez suivi ces conférences. J'espère qu'on pourra se retrouver à l'occasion de d'autres débats sur d'autres sujets. Merci à vous. Je voudrais juste rajouter un petit mot. Ce cycle de conférences est au départ une idée qui est venue de la faculté de théologie protestante, qui s'est ensuite propagée jusqu'à la faculté de philosophie, qui est tardivement arrivé en biologie parce que il faut du temps aux biologistes pour évoluer. Et je crois qu'il faudrait que tous nous remercions très chaleureusement Daniel Frey, parce que c'est lui qui est la cheville ouvrière de tout ce qui s'est passé et qui a porté sur ses épaules toute l'organisation depuis de nombreux mois maintenant. Merci Daniel.